8h01 et on va parler de violence, notamment de violence conjugale. Eh bien, sachez que la violence fondée sur le sexe touche de manière disproportionnée les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, en questionnement et bispirituels, ainsi que les autres membres de la diversité sexuelle, là, LGBTQ+, Q2. Voilà. Selon des données là, auto-déclarées, les personnes qui s'identifient comme lesbiennes, gays ou bisexuelles sont 2 à 3 fois plus susceptibles de faire l'objet de tout type de victimisation avec violence que les personnes hétérosexuelles. De plus, il y a des éléments là, probants qui montrent que les personnes transgenres seraient près de 2 fois plus touchées par la violence dans les relations intimes et amoureuses que les personnes cisgenres. Claudia Fournier est assistante auxiliaire de recherche et étudiante au doctorat à l'Université Laval. Elle a assisté la professeure Valérie Roy dans un projet de recherche sur le sujet. Bonjour Claudia. Bonjour Marjorie. Claudia, est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord comment s'est déroulé ce projet de recherche? Oui, tout d'abord, je voulais juste mentionner, en fait, tu avais mentionné que les personnes trans étaient 2 fois plus à risque de vivre de la violence dans les relations amoureuses et intimes, mais c'est aussi les personnes, en fait, les couples de même sexe. Donc, pas seulement les personnes trans. D'accord. Donc, 2 fois plus que les personnes hétéros environ. Donc, en général, c'est un projet qualitatif. Qui a été fait en collaboration avec différents organismes communautaires. Le but, c'est de mieux comprendre l'expérience de violence subie ou encore exercée dans le cadre d'une relation intime ou amoureuse par cette population-là. Et on veut l'étudier à partir de leur propre point de vue. Donc, on veut identifier les facteurs de risque, les facteurs de protection. On veut comprendre leurs besoins. Puis, on veut identifier les obstacles à la demande d'aide aussi pour éventuellement développer des interventions qui vont être mieux adaptées à cette population-là. Ouais, ça fait du sens d'aller vers la population pour comprendre ce dont ils ont besoin. Exact. Et là, il y a eu comme différentes phases. La première phase a été réalisée avec 23 hommes gays de différents âges, différentes régions au Québec. Et dans un deuxième temps, le projet a été élargi au reste de la diversité sexuelle en général. Jusqu'à maintenant, là, on a terminé les entrevues avec les femmes lesbiennes. Donc, ça, c'est tout frais. Là, on n'a pas encore terminé d'analyser les résultats. Et en ce moment, on est en train de faire les entrevues avec les personnes bisexuelles et pansexuelles, puis on va poursuivre plus tard avec queer, trans, non-binaire. Mais vous avez pu déjà tirer quelques conclusions concernant donc les entrevues que vous avez faites jusqu'à maintenant? Avec les hommes gays, surtout. Parfait. Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi ce groupe de personnes est plus affecté par la violence? Il y a plusieurs raisons. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de voir là, à travers le projet. Je peux nommer certaines hypothèses qui sont déjà avancées. On sait que le fait d'avoir subi de la violence, donc que ce soit de la violence conjugale, familiale, l'intimidation, etc., on sait que ça peut augmenter les risques de subir de la violence à nouveau ou encore d'en exercer. On sait aussi que les personnes qui sont issues de la diversité sexuelle de genre, mais sont à risque de vivre toutes sortes de formes de violence, là, homophobes, transphobes, etc., parfois depuis même l'enfance. Donc, grossièrement, on pourrait dire que la violence qui est expérimentée dans leur vie peut se répercuter ensuite sur leurs relations intimes, leurs relations amoureuses. Deuxièmement, on peut penser qu'il manque de modèles de relations saines entre 2 hommes, 2 femmes. T'sais, en général, le modèle conjugal, c'est un homme, une femme, donc c'est pas toujours évident d'avoir des repères de c'est quoi une relation intime amoureuse saine entre personnes de même sexe. Et il y a aussi l'idée qu'il peut y avoir l'homophobie ou la transphobie intériorisée. Donc, quand depuis toujours, on t'a envoyé... c'est intéressant, ça. C'est ça, quand depuis toujours, on t'a envoyé le message que ton orientation sexuelle, ton identité de genre, c'est pas la bonne, donc t'as été discriminé pour ça, t'as été diminué pour ça, mais ça se peut que t'en viennes pas accepter, mais à tolérer une certaine forme de violence. C'est-à-dire que ça devient comme la normalité, tu t'en rends comme plus ou moins compte que c'est quelque chose de grave que t'es en train de vivre. De là, le mot intériorisé, là. Voilà, donc... Quand on s'en rend pas compte, qu'on le vit, c'est plus difficile de s'en sortir. Oui, effectivement. Donc ça, ce sont des hypothèses que vous avez émises suite aux réponses que vous avez obtenues à vos questions. Ces personnes-là aussi, et ça c'est quand même très important à savoir, ont tendance à moins aller vers les ressources d'aide. Ils rencontrent donc des obstacles qui les empêchent de se rendre jusque-là. C'est quoi les obstacles? Il y en a plusieurs. Déjà, en partant de se reconnaître comme auteur ou comme victime de violence conjugale, c'est absolument pas évident. Là, pour tout le monde. Exact. Que ce soit chez les hétéros, les gays, etc. D'emblée, il faut dire que les ressources sont pas adaptées présentement. Si je dis, grossièrement, là, d'un côté, on a les ressources en violence conjugale, qui sont généralement faites pour les femmes victimes, et d'un côté, les ressources pour les hommes agresseurs. Donc, ça cadre pas tout à fait là avec cette population-là. Donc, on sait que les ressources pour les victimes, souvent, ils sont que pour les femmes, puis parfois, ils peuvent être aussi assez hostiles aux femmes trans, disons.
Et d'un autre côté, les ressources pour les personnes qui vont commettre des agressions, ben c'est souvent des groupes de discussion d'hommes, souvent. Donc, ils sont pas nécessairement conçus pour des hommes gays. C'est pas toujours évident pour un homme gay, par exemple, de se dévoiler devant une dizaine de gars hétéros qui eux-mêmes sont peut-être pas nécessairement à l'aise là, d'être avec un homme gay. Là. Donc, il y a ça. Sinon, il y a plusieurs autres obstacles aussi à la demande d'aide. Là. Déjà, il y a le manque de repères. C'est-à-dire que plusieurs savent même pas, en fait, que ça existe, la violence conjugale, dans les couples de même sexe. Ils l'ont juste jamais vu, donc c'est difficile. Parce que c'est souvent associé aux femmes. Les victimes sont souvent, c'est ça, des femmes dans les images mentales qu'on a, là, dans les cas qui sont exposés. Oui, non, exact. Puis donc, c'est plus difficile de se reconnaître dans ce cas-là. Il y a aussi la peur de dévoiler son orientation sexuelle. Donc, surtout pour les personnes qui sont encore, entre guillemets, dans le placard. Donc, déjà, de se dévoiler comme victime ou comme auteur de violence. Et là, en plus de dévoiler que tu étais avec un autre homme ou avec une autre femme, ça peut être une barrière. Il y a aussi le risque de créer des fois des tensions dans un milieu restreint. Donc, on sait que parfois, les milieux LGBTQ+, sont des petits milieux où tout le monde se connaît. Donc, si quelqu'un veut dénoncer un agresseur, ça risque des fois comme de balancer un peu l'équilibre qu'il peut y avoir dans ce groupe-là. Donc, ça peut être un frein aussi. Mais surtout, c'est la peur de pas être pris au sérieux, en fait. La peur de faire rire de soi, de pas être pris au sérieux par l'entourage, par la police, quand on dénonce aussi, ou par les différentes ressources d'aide. Parce qu'il y a différents préjugés à propos de... Je subis de la violence par mon chum, et moi-même, je suis un homme, et donc là, on a peur du ridicule. Oui, exact, parce qu'il y a souvent cette idée-là que, par exemple, si c'est 2 hommes ou 2 femmes... il peut pas y avoir de violence parce qu'ils sont de force égale. Donc, c'est complètement... ce qui montre déjà une mauvaise compréhension de c'est quoi la violence conjugale. Ben, tout à fait. Parce que la violence psychologique, c'est quand même très important. Et là, on parle pas de force physique là-dedans. Là, non, exact. Puis bon, de toute façon, c'est la différence de force physique est pas toujours un élément tellement important dans l'analyse des... Vraiment pas. de la violence conjugale. Puis il y a aussi l'idée que ça, c'est mettons, pour les hommes, souvent, les hommes, ça va être un peu honteux de dire qu'ils sont victimes de violences conjugales. Un homme, c'est pas supposé être une victime. Un homme, c'est fort. En lien un peu avec la masculinité toxique. Là. Exact. Et pour les femmes lesbiennes, l'idée que la violence exercée par une femme, ce serait anodin. Tu sais, que c'est pas grave, ça peut pas trop faire de mal, parce qu'une femme, c'est pas particulièrement fort. Donc ça peut être différents obstacles, là. Lié justement au fait que l'on hésite à aller vers les ressources d'aide si on est victime de violences conjugales. On parlait un petit peu plus tôt que le phénomène de la violence conjugale est beaucoup associé aux femmes, mais elle touche d'autres groupes. C'est ce que tu es venu nous mentionner ce matin. Pourquoi est-ce que les autres groupes associent ça directement aux femmes? Historiquement, puis encore aujourd'hui, il faut le dire, il y a eu un énorme débalancement de pouvoir entre les hommes et les femmes. Donc, nécessairement, la violence conjugale était surtout exercée par des hommes sur des femmes. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et c'est surtout les mouvements féministes qui ont pu mettre ça en lumière depuis les années 70. Ça a permis vraiment des avancées majeures pour les femmes, puis des avancées dans la compréhension de ce phénomène-là, de la violence conjugale. Mais par contre, ça a contribué à invisibiliser certaines réalités, comme la violence dans les couples de même sexe, par exemple. Puis, de façon générale, la violence conjugale n'est pas toujours bien comprise. Hein. Quand on parle de violence conjugale, souvent, l'image qui nous vient en tête, c'est la femme battue. Mais cette image-là, cette réalité-là, on s'entend, ça existe. Ça existe, les femmes battues, c'est très grave, mais c'est une des formes que la violence conjugale peut prendre. Comme tu le mentionnais, la violence conjugale, avant d'être physique, en général, est avant tout psychologique. Donc, c'est souvent une dynamique de contrôle, une dynamique de pouvoir, etc. Il n'y a pas toujours de la violence physique. Et s'il y a de la violence physique, en général, il y a de la violence psychologique avant, de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est comme une espèce de processus qui est en escalade, là. Oui, c'est ça. Puis les dynamiques de pouvoir, les dynamiques de contrôle, ça, hommes et femmes en sont capables. Oui, effectivement, de part et d'autre. Sinon, d'autres résultats probants dans l'étude, Claudia Fournier?
Ben, pour l'instant, comme on disait, c'est surtout des résultats par rapport aux hommes gays qu'on a pour l'instant. Je peux parler peut-être de certains résultats qui peuvent être un peu plus intéressants là, par rapport à la représentation qu'on a de la violence entre deux hommes. Donc, on s'imagine souvent que c'est deux hommes, mais ça va être physique, ça va être rough, ils vont se battre. Puis ils se battent les deux ensemble. Moi, oui, c'est ça. Là, j'expose moi-même mes préjugés mentaux. Oui. Je vois deux gars qui se battent à coups de poing. Là, mais c'est normal. Ouais. C'est ça qu'on s'est fait apprendre. Un homme, c'est violent physiquement. Mais en fait, les résultats qu'on a eus, c'est pas du tout ça qui montre. Il y avait de la violence physique, il y avait quelques cas sur les 23 hommes où est-ce que effectivement les hommes en sont venus au point, là, mais c'était pas, c'est absolument pas comme un pattern général. Tous les hommes, tous les 23 hommes avaient vécu de la violence psychologique. Et ensuite, la deuxième forme de violence qui était la plus rapportée, c'était la violence sexuelle. Et ensuite, c'était la violence physique et finalement économique. Et la violence psychologique qui est très difficile à identifier. Hein? Ça, c'est pas pour les victimes, c'est très difficile à identifier. Ça. Clairement. Vraiment pas évident. Et il y a un aspect qui est quand même intéressant aussi par rapport aux violences sexuelles, c'est que il y a une espèce de truc qui est repris, une espèce de forme de sexisme qui est repris pour exercer de la violence sexuelle. Donc, l'espèce d'idée selon les qui fait quoi là, dans la relation sexuelle. Donc, on essaie de... C'est comme s'il allait transposer les rôles homme-femme, de se dire que la personne qui a la position, disons, réceptive est associée à la femme, c'est la personne la plus féminine, la plus soumise et tout ça. Et des fois, ça peut être utilisé comme une forme de violence, en fait. C'est-à-dire que l'homme qui va adopter cette position-là, il va être diminué par son partenaire qui a une relation avec lui. Donc, ça va être utilisé comme ça. C'est comme du sexisme utilisé pour faire... la violence, oui. Aïe, aïe. C'est très révélateur ce que tu viens de mentionner. Donc ça, ce sont d'autres résultats probants qui ont été là, justement basés sur votre étude. Claudia Fournier, l'étude se poursuit? Oui, l'étude se poursuit. Présentement, on est à la recherche surtout d'hommes bi et pansexuels. En fait, on a eu une très bonne réponse des femmes, mais il nous manque cruellement d'hommes. Donc, s'il y a des hommes bisexuels ou pansexuels qui sont à l'écoute et qui ont déjà vécu ou exercé de la violence dans un contexte de relation intime ou amoureuse, on les invite à participer à l'étude. C'est anonyme, hein? Oui, c'est anonyme. Faut le dire, là. Oui, c'est anonyme, c'est confidentiel. Ouais. C'est une entrevue d'à peu près 2-3 heures, soit en face-à-face ou à distance. Il y a une compensation financière de 50 $ aussi, qui peut être intéressante. Puis, éventuellement aussi, on va faire des entrevues avec les personnes trans, queer et non-binaires. Donc, là aussi, on peut vous joindre. Oui, exact. Donc, pour l'instant, vous pouvez nous joindre pour toute information, en fait, ou pour participer. Vous pouvez écrire à... Attention. J'ai peur, ça va être plein de lettres. Exact. Via LGBTQ2 à commercial ulaval.ca. Donc, VIA LGBTQ2 à commercial ulaval.ca. OK, donc le VIA est dans l'adresse? Le VIA est dans l'adresse. VIA, OK, c'est bon. Sinon, écrivez-nous à Québec Réveil sur Messenger, puis on va transférer le message à Claudia. C'est bon. Merci beaucoup, Claudia. Merci, Marjorie. Bonne journée. Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine. Des questions et des réponses sur la COVID-19.